Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre Fait la vie. Ce soir, nous parlerons d'environnement à nouveau et plus particulièrement de la ressource en eau et de sa gestion. À Wallis, il existe un projet dédié à cette gestion, c'est le SAGE, schéma d'aménagement de la gestion de l'eau. Et pour mener à bien cette gestion, le service de l'environnement à Wallis cherche à bien connaître cette ressource. C'est le parcours que nous vous proposons ce soir dans votre émission. Mais avant tout, voyez dans le reportage qui va suivre l'un des dangers qui menace et qui va menacer de plus en plus dans les prochaines années la nappe phréatique. Selon une expertise mondiale, le niveau de la mer augmentera de 40 à 60 cm d'ici 2100. Une élévation globale dont la menace est sûre, mais dont la quantité est incertaine en raison des variations du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Imaginez donc ce scénario, une hausse de 50 cm à Wallis où une majeure partie des zones littorales est juste au-dessus ou au niveau de la mer. Les conséquences sur toute l'île et sa lentille d'eau seraient désastreuses. Si on ne fait pas attention, on risque d'avoir des petits soucis, non seulement en matière de qualité, mais aussi en matière de quantité. Ensuite, si on ne fait pas attention, par exemple en consommant de façon exagérée, on pourrait s'attendre à avoir une lentille qui serait sujet à une salinisation. Des effets considérables, salinisation de la lentille d'eau et des sols, notamment par une infiltration d'eau de mer dans la nappe phréatique par les taraudières, alimentées naturellement d'eau douce et directement reliées à la mer. Et avec une élévation du niveau de la mer, le littoral serait recouvert de plusieurs mètres. Exemple, avec une hausse de 50 cm, voici ce qui se passerait sur le littoral allant de Falaleu à Mata-Utu. On pourrait avoir toute cette partie-ci en bleu foncé et cette partie-ci en bleu un tout petit peu plus clair qui serait déjà submergée. Mais ça veut dire que derrière, il y a toute la zone de culture en taraudière là, qui serait sous l'eau, qui serait au moins atteint par les eaux salées. Et c'est pareil, au niveau de Mata-Utu et du quai, ça voudrait dire que le quai pourrait être submergé. Et on a des installations publiques là, qui pourraient être également atteintes aussi. On peut citer les Faléfono, on peut citer la Poste aussi. La salinisation, un problème de plus à une lentille d'eau douce déjà fragilisée. Trop d'eau pompée ou perte de la moitié de l'eau pompée dans les fuites au niveau du réseau ou encore recharge insuffisante à cause de la baisse de la pluviométrie ces 40 dernières années. La protection de l'unique ressource d'eau potable passe également par la gestion des côtes. L'anticipation des dangers de demain est primordiale pour gagner du temps. Oui. On parle de conséquences économiques. Je mettrai toujours en avant les conséquences psychologiques. Parce que déplacer un peuple d'une île à l'autre, c'est vraiment un gros problème. Et c'est un problème qui nous fait frémir. Parce que localement, quand il faut déplacer une famille du bord de mer vers le centre de l'île, c'est déjà un problème. Donc ce sujet-là doit être discuté, doit être évoqué 10 ans, 20 ans déjà. Gagner du temps pour retarder de quelques années ce qui est désormais certain d'arriver, c'est une priorité. Et cela par la sensibilisation de la population dans l'aménagement du littoral pour protéger entre autres la lentille, à la gestion et à la réglementation de la consommation d'eau, car l'eau est une ressource précieuse mais épuisable.
Qu'est-ce que tu vas faire là, Paris? Là, je vais mesurer la conductivité de l'eau. Et en français? En français, pour savoir si l'eau est chargée en minéraux ou pas. D'accord. Mesurer le pH de l'eau pour savoir si nous sommes sur une eau basique ou sur une eau acide. Donc là, on doit attendre quelques minutes pour la stabilisation. Alors, ça donne quoi? Donc là, nous avons un pH de 7,70. Donc c'est-à-dire que l'eau est neutre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Elle est bonne? voilà. Là, pour l'instant, on peut pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas une eau qui est acide. D'accord. Voilà, qui est pas acide, comme le coca. Et on n'a pas une eau qui est basique comme un produit chimique en fait. L'eau est neutre. D'accord. Là, il faut aller carrément. Karine, vous venez de faire des prélèvements sur cette source. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc là on est en train de contrôler la conductivité et le pH. Donc on a obtenu une conductivité de 305 microsiemens par centimètre, donc ce qui signifie que l'eau n'est pas contaminée par la mer, car la mer est très riche en minéraux, mais il n'y a pas eu d'impact sur l'eau de source. Donc on peut bien dire que nous sommes en face d'une eau de source. Ensuite, le pH il est de 7,53, donc ce qui est un bon pH. Notre eau n'est ni acide ni basique. Donc acide, c'est-à-dire un pH vers 2,3 et basique supérieur à 8. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en général sur les sources ici à Loma? Donc pour les sources, toutes les sources de Loma ont la même conductivité. Donc on peut en conclure qu'aucune de nos sources n'est contaminée par la salinisation de la mer. Et ensuite, il faudra qu'on fasse des analyses complémentaires, microbiologiques et physico-chimiques, pour savoir la qualité de notre eau de source. Et ça sera en laboratoire. Voilà, on va venir sur le terrain faire des prélèvements et après analyse en laboratoire. Alors, nous sommes avec Timothée Dupeigne du service MICA Environnement ANC. Timothée, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en mission ici à Wallis depuis quelques jours. Quel est l'objet de votre déplacement? Alors en fait là on est appelé par le service de l'environnement dans le cadre du SAGE pour les appuyer sur tout ce qui est compréhension des eaux souterraines sur Wallis. Il y a pas mal d'études qui ont été faites depuis les années 70 mais en fait on manque un peu d'une vision globale sur comment circulent les eaux souterraines et comment elles sortent au niveau du littoral. Et donc là, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous faites
Alors concrètement aujourd'hui, je suis accompagné de Karine du service de l'environnement et on est en train de faire des mesures sur les sources et essayer de faire un inventaire des sources pour savoir exactement où sont les points de sortie des eaux souterraines de l'île de Wallis. Et c'est votre premier jour de sortie aujourd'hui ou Ah non, on a fait, pour les sources, c'est le 3e. On en a fait hier et avant-hier. Et puis, donc les sources, c'est une partie de l'étude, mais à côté de ça, on essaie de regarder au niveau des forages de production d'eau potable, d'essayer de voir justement s'il y a des sources de contamination possibles et surtout comment trouver des moyens de protéger. Et justement, après quelques jours de mission, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire des sources ou de l'eau en général? Il y a un point qui ressort particulièrement, c'est qu'apparemment l'île, elle est assez bien drainée sur tout le pourtour de l'île. C'est-à-dire que nous, on pensait que peut-être qu'il y a des failles qui vont attirer l'eau à des points particuliers de l'île. Et en fait, là, sur tout le tour de l'île, en fait, on a des sources un petit peu partout. Ce qui montre qu'en fait, l'eau se répartit assez bien sur tout le pourtour de l'île, en fait. Et au final, après ces quelques jours de mission, qu'est-ce que vous allez faire, vous, de la Nouvelle-Calédonie? Depuis la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on va essayer d'interpréter, c'est justement essayer de comprendre comment c'est fait et surtout au niveau des captages AEP, donc eau potable, savoir d'où vient l'eau exactement qu'on prélève au niveau des forages. Donc c'est ça le but de l'interprétation. Et pour l'instant, ça se passe bien Pour l'instant, ça se passe très bien. On a une très bonne collaboration avec l'ensemble des gens que j'ai rencontrés à Wallis. Et puis on a bien avancé. On a avancé plus vite que ce que je pensais là sur l'étude. Merci beaucoup. Merci. Alors Karine, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les prélèvements que vous avez effectués sur cette source? Donc les mesures que nous venons d'effectuer sur la conductivité et le pH, on peut dire qu'on a une conductivité élevée qui est de 953 microsiemens par centimètre. Donc significativement, ça veut dire qu'on a une remontée, on a un contact de l'eau de mer avec l'eau de source. Donc notre source a reçu, on peut dire ça comme ça, de l'eau de mer. Donc c'est pour ça qu'on a une conductivité élevée. Et il faut s'inquiéter alors Non, comparé à l'OMA, on n'a aucun contact de l'eau de mer avec l'eau de source. On n'a que de l'eau de source. Alors ici, contact avec la mer, c'est dû principalement à quoi selon vous? Donc en fait, c'est dû au fait déjà que l'eau ne circule pas correctement dans la source. Donc l'eau de mer est restée dans la source, on a une mauvaise circulation. À partir de... Est-ce qu'il y a un seuil en fait de conductivité à ne pas atteindre? Voilà, en fait sur l'eau potable, on considère qu'à partir de 1100 microsiemens par centimètre, notre eau, nous ne pouvons plus la consommer. Donc là, si les gens veulent la boire, on est limite, car on est à 953 et la valeur seuil c'est 1100. Et si ça continue comme ça, si dans quelques semaines, dans quelques années, ça augmente de plus en plus? Eh ben cette eau-là ne pourra plus être utilisée pour boire. Qu'est-ce que cela veut dire en fait si cette eau ici commence à être contaminée au niveau de la nappe? Parce que... Non, pour l'instant au niveau de la nappe, on n'a pas de souci à se faire, simplement que la circulation ici se fait différemment que sur d'autres sources. Mais par rapport au pompage de l'eau, de la nappe, quels sont les risques d'un pompage massif par exemple? Eh ben, il ne faut pas trop pomper sur la nappe, sinon on va avoir une remontée du biaisot et qui peut saliniser notre eau. Alors Atoloto, il semble que pour aujourd'hui c'est fini pour votre travail en ce qui concerne les sources. Est-ce que vous pouvez déjà dresser un premier bilan de tout ce que vous avez fait jusque-là? Alors certes, cette tournée se termine ici à Neorina.
Il semble que les dernières mesures qu'on vient d'avoir là donnent une conductivité qui est inférieure à 100. Donc c'est des valeurs qui sont celles de l'eau qu'on est en train de pomper actuellement pour l'eau potable. Donc c'est bien. Ensuite, il nous restera que quelques sources à vérifier entre ici et Mata-Utu, et puis on aura fait le tour de l'île. Donc il apparaît cependant que pour certains endroits, il y a déjà un début de contact entre l'eau de la nappe et la mer. Et qu'est-ce qu'il faut en retenir alors? Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter? Pour l'instant, je ne voudrais pas inquiéter la population, mais il faut qu'on travaille à prévenir ce genre de phénomène. En tout cas, la première des conduites à tenir, c'est déjà préserver la ressource qu'on est en train de pomper. Et donc, certaines de ces mesures-là peuvent être prises assez rapidement, comme la diminution de la pression sur la nappe, en utilisant par exemple l'eau de pluie pour faire d'autres utilisations que celles qui sont actuellement en cours. Alors, le professeur Allenbach avait exposé lors du conseil territorial, notamment sur l'eau, et il avait évoqué en fait les risques de l'élévation du niveau de la mer et les menaces sur la nappe phréatique. Vous, selon vos études menées sur le terrain, est-ce que déjà vous confirmez ces menaces qui risquent de... Alors, ces menaces-là, on peut voir déjà un petit début dans les dernières mesures qu'on vient de faire là-bas au nord, là, parce qu'il y a des valeurs qui sont assez élevées et qui prouvent qu'il y a déjà un contact entre l'eau de mer et l'eau de la nappe. Ceci dit, on a encore le temps de voir venir, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'on fasse très attention à la réserve d'eau qu'on a pour le moment, parce que quand le niveau de la mer va monter, le niveau de l'eau saumâtre qui est sous la nappe va monter également, et donc le niveau de l'épaisseur d'eau douce qu'il y a dans la nappe va diminuer. Donc il faut qu'on fasse attention lors des pompages qu'on ne fasse pas remonter le biseau salé. Alors vous avez commencé à évoquer tout à l'heure les actions qui peuvent être déjà entreprises notamment par la population. C'est ce que vous préconisez dans le projet SAGE consacré à la gestion de l'eau? Alors le SAGE se focalise en premier lieu sur l'eau, mais c'est une instance de concertation pour que les autres domaines soient aussi envisagés, toujours dans la protection de la ressource en eau. Donc c'est tout ce qui est projet d'aménagement qui peuvent nuire à l'eau, ça peut être aussi la pollution par les déchets, par les élevages, etc. Donc il y a une partie d'assainissement qu'il faut aussi regarder, mais disons que les discussions qu'il y a dans l'instance SAGE permettent de voir aussi les autres domaines et de sorte que l'on puisse avoir des actions qui se conjuguent pour la protection de la nappe. Alors Karine, on te retrouve en blouse blanche. Nous sommes dans ton laboratoire, c'est-à-dire qu'on est passé à la phase analyse, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes de retour au laboratoire après toute la série de prélèvements que nous avons effectués ce matin. Donc ici, nous sommes dans la partie chimie et à côté, on verra tout à l'heure la partie microbiologie. Nous allons effectuer différents tests avec des kits que nous avons.
Donc on va rechercher les nitrates, les nitrites, les chlorures, l'ammonium et les sulfates. Donc une fois que la filtration est finie, on va mettre les boîtes à l'étuve. Donc on a les entérocoques et les coliformes totaux qui se mettent à 37 degrés. Et les coliformes fécaux qui se mettent à 44 degrés. Et nous ferons la lecture dans 48 heures. Alors nous retrouvons pour la toute dernière fois Karine. Karine, après les prélèvements, les analyses haute source, quelles conclusions peux-tu faire sur tout cela? Voilà, donc j'ai les résultats pour les eaux de source qui ont été effectuées à Vaitaolo, à Loma, à Liku et à Akaaka. Donc les eaux de source, ce sont des eaux qui ne sont pas protégées par rapport à notre eau potable, donc, qui elle est bien protégée. Donc ces eaux-là sont soumises à des pollutions qui peuvent être animales ou humaines. Donc dans toutes les eaux de source qui ont été prélevées, on retrouve la présence de micro-organismes. Donc ces micro-organismes, ça peut être dû à la flore tellurique qui est naturellement présente. Et ça peut être aussi dû aux eaux de ruissellement qui peuvent être potentiellement polluées. Donc les eaux de source sont plus ou moins polluées suivant les endroits. Donc la source de Liku, on peut dire qu'elle est moins chargée en micro-organismes que les 3 autres sources. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire par rapport à ces résultats, c'est qu'à l'état brut, par rapport aux résultats, on ne peut pas utiliser cette eau pour de la consommation. Voilà, il est fortement déconseillé de boire cette eau. Si les gens veulent boire cette eau, il est conseillé de la traiter. Donc on peut utiliser des petits cachets de chlore pour désinfecter cette eau. C'est la fin de ce premier numéro consacré à la gestion de l'eau. Nous reviendrons dessus dans 2 semaines et cette fois nous parlerons du réseau d'eau, du pompage à la consommation. Merci de votre fidélité. On vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un autre thème. Au revoir.